propos respectifs. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Un peu de respect pour les gens qui restent et qui poseront des questions, s'il vous plaît. Après vous avoir entendu tous les trois, j'imagine que vous êtes d'accord avec les propos qui ont été tenus il y a 3 semaines lors des rencontres de Munich qui se sont déroulées après la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. C'est le ministre russe des Affaires étrangères, bien connu, Sergei Lavrov, qui déclarait, et je le cite, « Dans un monde où l'ordre mondial instauré en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est caduque, il faut trouver un terrain d'entente et tenir compte des intérêts des uns et des autres. » Et il en appelait donc à la fondation d'un nouvel ordre mondial. J'imagine que vous êtes d'accord. Monsieur Guéant. Vous n'avez pas les micros? La réponse est tellement simple que je me passais de micro. Je crois que les propos que je tenais tout à l'heure indiquent qu'effectivement, ma conviction, c'est qu'il faut faire quelque chose de différent. Le monde a changé, les menaces ne sont plus les mêmes. Je le disais d'emblée, c'est à M. Peshkov, je pense en aucune façon que la Russie soit une menace. Donc il faut parler de tout ça. Et nous avons en commun des défis à relever qui sont considérables et que nous ne pourrons relever de façon efficace que si nous le faisons en commun. Que dit-on du côté de la Maison-Blanche? C'est un autre problème. On dit la même chose. On dit que, bien sûr, cette histoire de mondialisation, on va la mettre sur le côté et il faut refaire quelque chose de nouveau. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut déjà finir d'écarter la menace de tous ceux qui ont contribué à créer ce phénomène de mondialisation. Et tant qu'on ne se sera pas débarrassé de tous ces gens-là, eh bien on aura un problème et on aura une menace, que ce soit sur la Russie ou sur l'Amérique, on aura toujours la même menace. M. Poutine et M. Trump se trouvent exactement dans le même panier, ils seront toujours à la merci de ces gens-là qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est les détruire. Et il faut d'abord essayer de se débarrasser complètement de toute cette vermine qui a essayé de nous ruiner aussi bien votre pays que nous. Je pense qu'un nouvel monde mondial dépend de nos intentions, malheureusement que relativement. Un nouvel ordre mondial s'instaure par lui-même à cause des changements profonds dans le système de relations internationales, de la répartition de la balance des forces. Vous voyez, il y a eu un nouvel ordre mondial après la défaite de Napoléon et le congrès de Vienne. Il a tenu pendant une centaine d'années. Puis il y a eu une tentative d'établir un autre ordre mondial après le traité de Versailles et la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas vraiment réussi parce que Hitler a mis sous question cet ordre mondial parce qu'il était basé sur une répartition assez dangereuse des colonies et un rôle de l'Allemagne qui ne pouvait pas être soutenu par une Allemagne moderne, industrielle. Et donc, l'ordre mondial, après 1945, a duré, non pas parce que les États-Unis donnaient une garantie très efficace de cet ordre mondial. On oublie que cet ordre mondial était basé sur 2 colonnes. La première, c'était les États-Unis, et une seconde, c'était l'Union soviétique. Et donc, les États-Unis étaient opposés, étaient contrebalancés par une autre grande puissance. Et l'alliance occidentale était contrebalancée par l'alliance le système des alliances de l'Union soviétique. Et quand la guerre froide a fini, on a eu un acquis énorme. C'est le recul du danger de la guerre nucléaire. Mais aussi, on a eu un phénomène assez paradoxal, que le monde est devenu moins bien dirigé comme pendant la guerre froide. Parce que regardez ce qui s'est passé. La première guerre en Europe, après 1945, c'était la Yougoslavie. C'était les bombardements de l'OTAN de Belgrade. Et c'était une guerre. Attendez, oui, vous avez complètement raison. C'était justement l'anniversaire du commencement des bombardements de la Yougoslavie. Pendant la guerre froide, il n'y a pas eu une seule guerre entre n'importe quel pays en Europe. Donc ça a duré parce que les États-Unis étaient contrebalancés par une autre puissance. Mais puis le triomphalisme américain est monté à la tête de tous ces gens dont ma collègue vient de parler, et ils ont dit « Ah non, c'est nous les maîtres du monde, on fait ce qu'on veut, on occupe l'Irak, on va instaurer une démocratie moderne en Irak, hein ?»
en Irak, une démocratie, comme ça. Hein. Et puis on bombarde la Libye pour, bien sûr, la faire démocratique. Maintenant, on voit que c'est très démocratique, il y a 3 centres de pouvoir en Libye. C'est le général Haftar, c'est un parlement à l'est, un gouvernement à l'ouest. Alors, c'est ça le problème, qu'une puissance qui se considère totale se permet des choses qui se tournent contre le monde et, en fin de compte, contre cette puissance. Ce que comprend M. Trump, mais ce que ne comprennent pas ses opposants. Et quand Jill Green, what is her name? La leader des écologistes américains, Jill Stein, justement, quand elle a dit, mais si on élit Madame Clinton, c'est la guerre avec la Russie. Mais elle avait raison. C'est pas que la guerre va commencer d'un jour à l'autre, mais le danger de cette guerre qui a été, qui a vraiment reculé depuis 1991, pourrait revenir. Avec M. Trump, on n'en parle pas. Hein. M. Trump, c'est pas la guerre. C'est Mme Clinton qui est associée à l'idée de la guerre. Donc, un nouvel ordre mondial, à mon avis, va se passer non parce que nous le voulons, mais par nécessité. Parce qu'il y aura des nouveaux centres de puissance qui devront être tenus en compte. Je peux vous dire que vers 2020, le produit intérieur brut, oui, des pays du BRICS, 5 pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, Chine, va dépasser le produit intérieur brut de l'Alliance occidentale, les États-Unis et l'Union européenne. Je ne veux pas dire que c'est bien ou c'est mal, mais c'est ce qui va arriver. Et donc, ces pays auront plus de possibilités de réclamer leur place à la table de décision. C'est ça ce qui va se passer. Et, ou bien l'Amérique s'oppose à ce processus, mais qui va se passer, parce qu'en 1960, l'Amérique, avec 44% de l'économie mondiale, c'était l'économie américaine. En 1990, c'était 25%. Aujourd'hui, c'est 14%. C'est une tendance qui ne peut pas être rejetée. Elle existe objectivement, nous le voulons ou pas. Et donc, le monde change. Et il y a 2 possibilités. Ou bien, nous comprenons que ce changement nécessite une nouvelle répartition du système d'influence et des responsabilités, ou bien on s'oppose à ça, comme le faisait l'administration Bush, l'administration Obama. Et si on s'oppose à des tendances objectives, Karl Marx nous a expliqué que ça se termine mal. Et d'ailleurs, là, Marx avait raison. Je m'appelle Najib Leval, et ma question est toujours la même. On parle de la Russie, on parle des États-Unis, on parle de M. Trump, de M. Poutine, mais alors que devient l'Europe et où est-ce qu'elle est la France? Je n'arrive pas à vous suivre, depuis tout à l'heure je vous écoute, c'est très intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais moi je ne vois pas où est l'Europe dans cette histoire. Je crois que vous nous oubliez dans cette histoire. Je crois qu'il faut que vous posiez la question à M. Guéant et M. Pouchkov. 3 personnages que je respecte. Et si les États-Unis s'intéressent encore à l'Europe? Oui, oui, non. Allez, M. Guéant. Bon, à plusieurs reprises, je crois, lors de mon intervention tout à l'heure, j'ai indiqué que l'Europe pouvait s'ajouter au dialogue entre la Russie et les États-Unis, et même pouvait parfois le faciliter. Après tout, je le disais, il y a une question de volonté qui se pose. Il va falloir que quelqu'un déclenche le processus. Alors ça peut être l'occasion d'une réunion internationale, par exemple autour du G20, mais ça sera une brève rencontre, je dirais. Un Européen, l'Union européenne peut se lever pour demander quelque chose. Et elle est bien placée parce qu'elle est un peu entre les deux. Elle est l'amie des États-Unis, elle est aussi la voisine de la Russie. Je n'ai pas dit l'amie de la Russie, alors que tout à l'heure j'ai dit que la France était l'amie de la Russie. Mais pour ce qui est de l'Union européenne, c'est plus compliqué. Mais pour ça, encore faudrait-il que l'Europe se prenne vraiment par la main et aboutisse à avoir une existence suffisamment forte. Objectivement, aujourd'hui, l'Europe est en panne de leadership complètement. L'Europe ne sait pas où elle va. Les commémorations qui ont lieu à l'occasion de la signature du traité de Rome montrent bien que la stratégie européenne n'existe pas. En gros, on dit, bon, on a fait un bon chemin ensemble, on va essayer de faire mieux. Bon, c'est pas la peine de réunir
27 chefs d'État et de gouvernement pour dire cela. Il faut que l'Europe ait une existence propre. Elle a un grand problème de leadership. C'est d'ailleurs un énorme sujet, cette question de leadership dans le monde. Bon, voyons en France aujourd'hui, à l'occasion de cette élection présidentielle, on ne voit pas de leader, même si bien sûr il y aura un vainqueur, qui se dégage de façon très claire et que l'on sente à même d'impulser le pays, de l'entraîner derrière lui vers un horizon qui aurait été choisi collectivement. C'est la même chose en Europe. En Europe, l'Allemagne, de fait, joue un rôle moteur, malgré elle, d'une certaine façon, parce que l'Allemagne déteste, à cause de son histoire, jouer ce rôle moteur que beaucoup lui reprochent. Et au niveau mondial, cela a été dit par les premiers intervenants, lors de la première table ronde, après tout, les États-Unis qui étaient reconnus parfois, effectivement, en équilibre avec l'Union soviétique, mais ensuite l'équilibre s'est rompu et devenu différent, étaient reconnus comme ceux qui devaient diriger, régler les problèmes qui se posaient. Eh bien, les États-Unis y ont renoncé. M. Obama, lors du discours du Caire, auquel il était référence tout à l'heure, a dit clairement « on va faire des choses formidables », et puis il y a renoncé. Pour des raisons que l'on peut comprendre, d'ailleurs, moi je ne suis pas américain, mais je peux comprendre que prévalent finalement aux États-Unis un certain isolationnisme. Les Américains n'ont pas vocation à envoyer leurs enfants se faire tuer sur tous les fronts du monde dans des guerres que personne ne comprend. Mais oui, il faut que l'Europe joue un rôle, mais pour ça, il faut qu'elle fasse le ménage chez elle. Rosine Coggi, très court, j'ai promis 4 questions. On les aura. Je veux simplement donner rapidement l'avis de M. Trump sur l'Europe. Il est d'accord avec l'Europe, mais pas comme elle est maintenant. Il a décidé dans sa campagne, lorsqu'il parlait de l'Europe, oui, l'Europe c'est une très bonne initiative, mais maintenant ça ne va pas comme ça, il va falloir trouver un autre arrangement. Parce qu'il a l'impression que l'Europe est malade. Et de toute façon, la France, nous continuons à avoir des relations privilégiées avec les États-Unis. On appelait ça les grandes sœurs ou la petite sœur ou whatever. But c'est toujours d'excellentes relations entre l'Amérique et la France. Il ne sera pas question de modifier ça. Nous avons trop de liens historiques ensemble et trop d'amitié pour pouvoir casser ça. Quant à vous, ici en Europe, vous avez de grands problèmes avec l'Europe, la façon dont elle agit. Il va falloir la modifier et revenir à des choses un petit peu plus agréables pour tous les pays. N'oubliez pas qu'un Italien, ça n'est pas un Français, ça n'est pas un Espagnol, c'est fait de pays différents avec des cultures différentes. Bruxelles ne peut pas, on ne peut pas gérer tout ça d'un seul pays. Chacun doit avoir son autonomie dans certains domaines. Et ça, c'est le problème de M. Trump. M. Trump, il pense qu'il faut réformer l'Europe, la garder, mais la réformer. Alors, quelques mots d'Alexei Pouchkov. Je vais être très bref. Je pense que l'Europe doit se redéfinir. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Europe? Je pense que l'Europe est très divisée. Et je pense que l'Europe est aussi otage à une certaine influence, un groupe de position qui n'est pas partagé par une grande majorité. Récemment, j'ai été invité du Parlement italien. J'ai parlé à 12 personnes. J'ai trouvé un seul personnage qui était pour les sanctions contre la Russie. 11 leaders des factions, chefs des comités étaient contre. Mais tout de même, l'Italie, quand ça vient au vote, elle soutient les sanctions. Je regarde les élections françaises. M. Fillon est contre les sanctions, Mme Le Pen est contre les sanctions, M. Mélenchon est contre les sanctions. M. Macron ne veut pas rencontrer M. Poutine. Voilà. Et donc, il y a un seul candidat Dupont-Aignan est contre les sanctions. Il y a un seul candidat qui est pour les sanctions. Et c'est la position officielle de la France. Donc, c'est quoi l'Europe? L'Europe, c'est l'Allemagne? C'est une question que je pose. Je n'insiste pas. M. Trump a dit l'Europe, c'est l'Allemagne. Sans point d'interrogation. Alors, si l'Europe, c'est l'Allemagne, ça sert aux intérêts de toute l'Europe. Et même en Allemagne, cette position est mise sous question, comme vous
le savez. Et la seconde question, est-ce que l'Europe doit être otage aux positions des Kiev et des pays baltes? C'est une autre question que je vous pose. Alors, 4 questions, j'ai promis. Monsieur, puis Razi Bentounès, puis madame et monsieur. Voilà, on s'en tient à ça. Monsieur. Je peux avoir le micro pour l'avoir, si c'est possible. Je suis Ali Meridi, écrivain libanais. Je vais retourner dans le monde arabe, dans le Moyen-Orient. Comme on a parlé toujours sur la démocratie, les droits de l'homme, et enfin on parlait sur les questions des groupes terroristes, les terroristes islamiques. Mais on va parler... Pas de commentaire, posez votre question directe, s'il vous plaît. La question directe. Parce que des fois on fait question-réponse, je sais. La question directe. C'est pourquoi on ne peut pas parler jamais sur la question du peuple palestinien et de résoudre le problème du peuple palestinien. Et pourquoi on ne peut pas reconnaître l'invasion illégale de l'Irak et trouver une solution pour les problèmes de l'Irak. Et merci bien. Qui répond de façon courte, c'est pas évident, mais bon, qui veut répondre? C'est long, hein? C'est encore 3 questions. Alors, Alexei Pouchkov. Écoutez, la question palestinienne a été mise à l'écart à cause de l'Irak, à cause de l'Afghanistan, à cause de la Libye, et je pense que ça a servi les intérêts de ceux qui ne veulent pas résoudre cette question. Et l'Arabie Saoudite, qui était en principe pour la solution de cette question, maintenant elle est trop occupée à faire d'autres choses et à combattre l'influence iranienne. Donc je pense que la question palestinienne a été victime à cet embrasement général du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et donc elle a perdu un peu de sa pertinence, bien que c'est une question extrêmement importante, et je vous en donnerai. En ce qui concerne l'agression en Irak, mais tout le monde a reconnu que c'était une agression illégale, et M. Blair a même été jugé par un tribunal public en Grande-Bretagne, et bon, je pense que peut-être il doit y avoir des prises d'opposition plus fortes, plus importantes, mais pour le moment, malheureusement, les sociétés américaines, britanniques ne sont pas prêtes pour des conclusions plus importantes. Mais dans le monde entier, on sait que c'était un débâcle, ça allait à l'encontre des décisions du Conseil de sécurité, que les États-Unis n'avaient aucune raison et aucun droit d'attaquer l'Irak. Et puis on voit le résultat, l'État islamique, et Obama l'a reconnu, c'est une conséquence de l'agression contre l'Irak. Razi Bentounès. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les panélistes qui sont ici et qui nous ont donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Ce qui m'a interpellé, c'est le sujet qui parle des relations politiques, des conséquences géopolitiques sur l'Europe, mais aussi sur le monde arabe. Vous avez entendu M. Guéant dire que le monde de l'Europe aujourd'hui, elle est divisée, elle n'a pas de vision claire et conséquente. Que dirais-je aujourd'hui du monde arabe que nous avons divisé? Aujourd'hui, on s'adresse aussi à ce monde arabe. Ma question est la suivante. Sommes-nous aujourd'hui prêts à rétablir un ordre dans lequel le monde arabe peut prendre sa position, tout en prenant en considération les changements profonds au niveau de la classe politique dans ce monde arabe, en prenant en considération les problèmes économiques versus les demandes qui sont demandées par les bailleurs de fonds pour, je ne veux pas dire contourner, mais rétablir un nouveau ordre qui n'est plus social? Est-ce qu'aujourd'hui, le monde arabe n'est pas en mesure de prendre son destin entre ses mains après l'avoir détruit en 2010-2011, et nous avons créé de nouvelles pistes avec lesquelles nous essayons de parler. Et pour cela, j'aimerais bien dire que ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie, est-ce normal qu'on essaie de résoudre le problème syrien entre Américains, Russes, Iraniens et Turcs en laissant le monde arabe de côté? Dites-moi comment le monde arabe peut participer pour vous aider si vous l'ignorez. Si vous parlez, M. Guéant, des zones d'influence, que moi j'ai toujours nommé les zones des anciennes colonies. Il faut que l'Europe change de thinking. Il n'y a plus de zones d'influence, il n'y a plus de zones d'anciennes colonies. Il y a des peuples qui réclament leur droit à exister et encore à être considérés et respectés. Merci. Question de Razi Bentounès, M. Guéant. Et puis, bon, je demande à Mesri Haddad et à John Lowell de laisser un tout petit peu plus de temps, parce que quand même, c'est... Là, non, on ne va pas prendre 8 questions. Réponse maintenant, et puis on va mordre 5-8 minutes. Allez, Claude Guéant. Oui, ce sont des sujets considérables que vous soulevez à cette occasion, et vous permettrez aussi de remarquer qu'il y a une petite contradiction, mais qui est bien naturelle dans vos propos, parce qu'elle existe dans tous nos esprits.
D'une certaine façon, vous dites laissez donc le monde arabe prendre son destin en main, mais d'un autre côté, vous dites aidez-nous, parce qu'on n'y arrive pas tout seul. C'est bien la réalité. Donc, pardon. Laissez-nous. Oui, laissez-nous. Oui, est-ce que vous pensez vraiment que si les grandes puissances et les Nations Unies laissent le monde arabe se débrouiller tout seul, tous les problèmes du monde arabe vont se trouver réglés? Bon, moi je pense que les grandes puissances et les Nations Unies ont un rôle particulier à jouer. Je crois que tout à l'heure je disais qu'ils pouvaient faciliter la mise en place des conditions de discussion, d'une certaine façon même imposer les discussions, mais que bien évidemment, je le disais aussi tout à l'heure, citant l'exemple des Palestiniens et d'Israéliens, que les sujets pouvaient finalement se régler entre les intéressés directement. Mais il faut effectivement s'adapter aussi à la réalité d'un monde, M. Peshkov, qui, comme vous le soulignez à plusieurs occasions, a beaucoup changé. Bon, je me souviens que nous avions beaucoup travaillé, quand j'étais auprès du président Sarkozy, sur la question de la gouvernance mondiale. Bon, vous trouvez un Conseil de sécurité où, bien sûr, il y a des puissances qui sont très importantes, qui ont un rôle qu'elles doivent absolument jouer, mais dans le même temps, personne n'est membre permanent, alors représentant les régions du globe qui sont les régions les plus sensibles. Personne ne représente au Conseil de sécurité le monde arabe, personne ne représente l'Afrique. Or, où sont les zones de tension, les zones de conflit? C'est bien dans le monde arabe et en Afrique. Bon, tout est lié, hein, c'est tout à fait évident. Mais je disais tout à l'heure qu'il fallait d'abord de la volonté que quelqu'un dise « allez, on y va ». Bon, prenez par exemple la forte tension qui existe entre deux pays que vous avez cités, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Bon. Si personne ne s'occupe de faire en sorte qu'un dialogue s'amorce, ça n'a jamais existé. Et les tensions vont persister. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver, mais je suis d'accord avec vous sur le fond. Fondamentalement, il faut que ce soit les intéressés qui règlent leurs problèmes. Alexei Pouchkov, et puis les trois dernières questions. Seulement quelques paroles. Je voudrais dire que tout de même, on doit convenir que le monde arabe est très partagé. Et aussi, par exemple, sur la question syrienne, j'ai parlé aux diplomates arabes à partir de l'Algérie jusqu'à l'Irak. Ils sont très différents. Écoutez, certains préfèrent se taire. Ils disent nous sommes contre ce qui est fait par l'Arabie Saoudite, mais on ne peut pas le dire. Les autres disent que, écoutez, on suit l'Arabie Saoudite parce qu'elle finance notre projet intérieur. Les troisièmes disent que, écoutez, en fin de compte, c'est pas à nous de régler ce truc-là, c'est pas nous qui l'avons commencé. Et donc, le monde arabe, dans cette question, je pense que, encore une fois, il doit avoir une conception. Est-ce que le monde arabe est capable de partir d'une seule voie? Ou bien il y a des grands décalages. Je ne pense pas que le monde arabe est quelque chose d'uni. Et deuxièmement, je suis un peu sceptique des décisions régionales. En fin de compte, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles un groupe de pays peut prendre des décisions qui sont néfastes à la longue. Je me permets de vous rappeler que la Ligue arabe a soutenu les bombardements de la Libye par l'OTAN. Ça a mené où? Ça a mené à cette situation de catastrophe. Mais la Ligue arabe, je comprends pourquoi, parce que Kadhafi, bon, je ne veux pas dire... bon, personne ne l'aimait dans le monde arabe, je vais le mettre d'une manière... il y avait plusieurs leaders du monde arabe qui voulaient le faire partir. Et bon, on l'a fait partir, et puis la Libye est devenue un pays très divisé. Donc, le monde arabe, je pense qu'il doit se constituer en tant qu'un groupe de pays qui est capable de parler d'une seule voix, de définir ses positions, ainsi de suite. Et je vous pose la question, est-ce que c'est le cas? Alors, attendez. À cause des élites dirigeantes aussi. Vous allez poser vos deux questions maintenant, puis on terminera par son excellent... Attendez, s'il vous plaît. Non, mais je suis désolé, monsieur, si on n'a pas de discipline, on n'arrive pas. On ne peut pas donner la parole à tout le monde. Je suis désolé, monsieur. Je suis modérateur, j'essaye de faire de mon mieux. Faites qu'avec ceux qui sont devant. Monsieur, il y a des gens qui sont là, qui ont posé leurs questions, je suis désolé. Mais attendez, vous pourrez... Vous avez un conflit de génération. déjà posé sa question. Vous avez déjà posé votre question, me dit-on. Non, pas du tout. Mais vous aurez l'occasion de discuter. Oui, on perd 10 secondes à discuter pour rien. Deux questions, et on termine par Siddhartha Rosal. Posez vos deux questions. Moi, ma question, c'était à la question de... Je m'appelle Nadia, je
Babou. Et ma question s'adresse... Faites passer le micro. Ma question s'adresse... Je m'appelle Nadejda Babou et ma question s'adresse à Alexei Pushkov. Je suis algérienne, et je souhaiterais savoir quelle est la politique que la Russie envisage vis-à-vis du Maghreb, en fait, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, on va dire. Et question de monsieur, comme ça on fait tout. Et on termine. Je m'appelle, mon nom c'est Alabedi Hilal, je suis irakien. Les frappes aériennes sur Mossoul hier, il a fait tuer 500 personnes civiles. Parmi les femmes, ils sont enterrés sous leur maison. Ma question à Mme Rosine, quelle stratégie sur la guerre contre Daesh en Mossoul que les États-Unis voient et quel avenir pour cette ville et quel avenir pour votre soldat en Irak? Merci. Alors voilà, M. Pushkov répond déjà à Madame, et puis Rosine Goji à Monsieur. Et ensuite, ce sera une question, on terminera avec Sidi Ahmed Rosani. La Russie a une politique de rapprochement avec presque tous les pays du monde arabe, le Maghreb inclus. On a de très bonnes relations avec l'Algérie, on a de bonnes relations avec le Maroc, et je dirais que probablement c'est une des régions qui est la moins problématique pour nous. Il y a un grand nombre de touristes qui vont vers le Maroc, on a un commerce avec l'Algérie, on achète des armements en Algérie, et ainsi de suite. Donc là, à vrai dire, je ne vois pas de problème, surtout que nos positions sur les questions internationales sont assez proches, surtout avec l'Algérie, mais aussi avec le Maroc. Donc là, ce n'est pas une région qui nous pose de problème. Je dirais que ce sont nos partenaires de longue date, très fiables, d'ailleurs comme l'Égypte, qui est représentée ici par mon ami, le président de la commission des affaires étrangères du Parlement égyptien. Et on se réjouit d'ailleurs qu'en Afrique du Nord, on a une ceinture de pays qui ont une relation favorable envers la Russie, et nous avons une attitude réciproque avec le problème libyen que, à mon avis, nous devons résoudre ensemble. Rosine Goji, à monsieur. Monsieur de l'Irak, d'abord, je veux vous dire une chose, c'est que nous avons aussi, cette guerre de l'Irak, une énorme responsabilité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé en Irak, c'est la faute de l'Amérique. Et c'est une catastrophe pour les deux pays. C'est une catastrophe aussi pour nous. Nous avons plus de 5000 de nos jeunes qui sont morts là-bas et qui ont été peut-être aussi assassinés par les munitions laissées par le président Obama et le groupe Daesh et tous ces gens terroristes-là qui ravagent votre pays, Maintenant, ce qui concerne, je vais passer directement maintenant à M. Trump. M. Trump a donc décidé de combattre Daesh et le terrorisme en Irak. Et il a envoyé, je crois, quelques centaines de personnes là-bas pour essayer. Je pense que M. Trump va comprendre très vite qu'il ne pourra pas faire ça tout seul, qu'il doit s'associer à Moscou et que c'est seulement Moscou et Washington ensemble, avec deux puissances militaires, qui peuvent venir à bout du mess que vous avez là-bas. C'est quelque chose de dramatique et toute l'Amérique maintenant voit ce qui s'est passé et nous espérons que Donald Trump et M. Poutine vont régler votre problème au plus vite et essayer de reconstruire votre pays comme il devrait l'être. Alors, question de Sidi Ahmed Rosani, et pour montrer qu'on est quand même gentil, monsieur terminera. Ah oui, il faut discuter, il ne faut pas s'énerver. Ah. Merci, monsieur le président. J'ai deux petites questions à poser. Une à monsieur le ministre Rodion et une à madame Goji. En ce qui concerne le thème de l'action de l'Europe dans sa zone d'influence, je me permets de vous rappeler que l'Union européenne s'est réunie avec les gens du Sud, les chefs, en 1994 à Barcelone. Et le thème, c'était la question de la sécurité en Méditerranée. Et à l'unanimité, ils sont sortis avec une déclaration merveilleuse
Oui, nous parlons de sécurité, mais il n'y a pas de sécurité, le paradigme suivant. Il n'y a pas de sécurité sans développement. Il n'y a pas de développement sans bonne gouvernance. Et il n'y a pas de bonne gouvernance sans état de droit. Et c'est pour ça que des deux côtés de la Méditerranée, nous mettons dans l'article 2 du nouveau partenariat que l'état de droit est un pilier du nouveau partenariat. En 25 ans, en 22 ans, rien n'a été fait. Tout le monde le reconnaît, jusqu'à ce que vienne le président Sarkozy, avec cette idée de dire, bon, Barcelone a échoué, nous allons faire un autre projet, l'Union pour la Méditerranée. Alors, moi je sais de l'Union européenne, c'est qu'elle se définit elle-même comme étant un exercice historique sans précédent, c'est-à-dire comment unir des peuples, non point par l'épée et par le feu, mais sur la base du droit et la volonté populaire. Comment interprétez-vous le fait que Barcelone, qui était merveilleux du point de vue de la déclaration, a été complètement ignoré de l'autre côté comme du vôtre? Est-ce un manque de conviction ou bien est-ce un reniement des Européens d'eux-mêmes, tels qu'ils se définissent? Madame Gauche, vraiment je vous suis reconnaissant, c'est très sympathique ce que vous avez fait, vous avez essayé de nous expliquer, et c'est bien de le faire, ce qu'est la personne. J'espère que vous n'avez pas compris que moi j'ai mis en cause la personne de Trump, pas du tout. Le président Eisenhower, général de son équipe, donc peu suspect d'être anti-militariste primaire. Président américain, donc peu suspect d'être anti-américain primaire. Dans son discours d'adieu, qu'est-ce qu'il a dit? Une chose. Au peuple américain, je vous dis adieu et je vous mets en garde contre la menace principale contre notre système démocratique, le complexe militaro-industriel. C'est ça qui me fait dire qu'il y a une certaine, disons, constance dans la politique américaine qui est indépendante pas totalement, mais indépendante de la personnalité des dirigeants. C'est la technostructure qui est là. Bon. Je vous ai entendu dire que le problème de Trump, c'est cette vermine de l'islamisme qui le tuer. Est-ce que vous savez que quand, au nom de l'islam, un non-musulman est tué, il y en a au même moment 1000, 2000, 3000, 5000 musulmans qui sont tués. Donc rien que ça devrait vous inciter à revoir votre jugement sur l'islam. Et si vous vous trompez d'ennemi, à ce niveau-là, c'est la catastrophe. Bon. Alors, j'ai simplement une question à... Il y a un certain William Blum, diplomate pendant 30 ans au département d'État. Et c'est tout, c'était son métier. Il a écrit un livre, L'État voyou. Il y a 12 ans. L'État voyou, c'est l'État américain. Et il dit, si j'étais élu en exergue, si j'étais élu président des États-Unis, le premier jour, j'enverrai une lettre à tous les peuples de la planète pour leur présenter nos excuses pour le mal que l'administration leur a fait. La deuxième journée, je lancerai une lutte implacable contre le terrorisme international. Le troisième jour, je signerai un décret disant que l'État d'Israël n'est plus le 52e État des États-Unis d'Amérique. Et le quatrième jour, je serai assassiné. Alors, réponse déjà de Claude Guéant, puis Roselyne Gaucher. Et ensuite, on prendra la dernière question. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous mettez le doigt sur une des faillites de l'Union européenne. Il est vrai que ce volet de Barcelone comportait plusieurs orientations. L'une de ces orientations particulièrement difficile à prolonger, puisque si bien l'état de droit, ça ne s'impose pas de l'extérieur. Ça suppose que la volonté des pays qui sont concernés par les accords qui interviennent... Oui. Donc ça suppose la volonté, effectivement, du pays qui est concerné. C'est particulièrement difficile. Mais je n'oublie pas non plus que l'acte de Barcelone impliquait des suites dans le domaine du développement économique, par exemple, et qui n'ont jamais été mises en place.
Quant à l'Union pour la Méditerranée, dont le siège, c'est pas par hasard, se trouve aussi à Barcelone, eh bien cette union, malheureusement, est presque mort-née pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il avait été considéré que pour que ça marche, à la différence du précédent processus de Barcelone, il fallait que ce soit des décisions propres aux membres de l'Union, à l'exception de l'Union européenne, qui apporterait cependant des financements. Nous ne faisions là d'ailleurs que dupliquer une union nordique qui existe dont l'Allemagne est l'animateur principal. L'Allemagne a obstinément refusé ce mécanisme budgétaire et par conséquent, l'Union est restée dépendante de l'Union européenne pour toutes ses décisions. Et ça, évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner. Et la deuxième raison, c'est que malheureusement, l'invasion très vite après sa création de Gaza par Israël a fait en sorte que le dialogue est devenu extrêmement difficile. Mais c'est vrai que c'est une faillite. Moi, je me souviens de quelque chose de très précis qui intéresse un pays voisin, qui est le Maroc. Je trouve que je me suis occupé de beaucoup de sécurité pendant ma carrière et que, par conséquent, j'ai eu quelquefois à affronter les problèmes de trafic de stupéfiants. Jacques Delors, président de la Commission, avait promis au Maroc des aides pour moderniser son agriculture et faire en sorte que les paysans puissent gagner leur vie normalement en cultivant des céréales. Ça n'a jamais été suivi des faits, ils ont continué à cultiver du cannabis. En tant qu'Américaine, en connaissant bien la politique de Donald pour cette Union européenne, vous devez laver votre linge sale en famille et puis vous débrouiller tous ensemble de façon à faire quelque chose de positif pour chaque pays en tenant compte du besoin et de la culture des différents pays. Ça, l'Amérique n'a pas à se mêler de la façon dont l'Union européenne veut se former ou veut agir à l'intérieur de sa propre composition. Être ami, c'est avoir un devoir de vérité. Je ne peux pas vous dire que la France a eu raison. Je m'oblige et je dois vous dire que la France, non seulement n'a pas eu raison, la France elle a eu une attitude criminelle à l'égard de la Libye. Bravo! 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 Monsieur le ministre, c'est ça être ami. Je ne suis pas dans la passion. Je suis l'un des fils de Bourguiba. Et nous sommes dans la rationalité. Nous ne sommes pas dans la passion. Mais la passion et la rationalité parfois se rejoignent. Lorsque je pense à la Libye, j'ai mal. J'ai mal parce que la Tunisie est autant complice que la Libye. Parce que la terre de Bourguiba a été un tremplin pour envahir la Libye qui nous a soutenus pendant 25 ans, économiquement et à tout point de vue. Je n'aimais pas du tout Kadhafi, je vous assure. J'ai même signé en 85, si ma mémoire est bonne, une tribune en Jeune Afrique. Je crois que le représentant de Jeune Afrique est là. J'étais jeune à l'époque. Et j'avais fait une tribune violente sur Kadhafi. Au point que lorsqu'on m'a invité en Libye, après la visite de Kadhafi, en France, n'est-ce pas, j'avais rendu un service. Toujours en tant que philosophe, sans jamais rien monnayer. Alors on voulait me faire ce cadeau, n'est-ce pas, m'inviter en Libye. Et le ministre qui m'a dit ça, je lui ai dit, mais enfin, vous me faites un cadeau empoisonné. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que je n'irai jamais chez vous. Il m'a dit, pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en vous. Parce que j'ai écrit, il y a 25 ans, un article contre Kadhafi. Tout cela pour vous dire que sauver Benghazi d'un bain de sang, c'est une légende. Il y a eu décision. Il y a eu décision. Je vais vous laisser la parole. Dites-moi. L'amitié et la passion peuvent effectivement se rejoindre, mais ni l'une ni l'autre ne permet d'éluder des faits. Il y a eu en Libye un enchaînement auquel tout le monde est parti.
Et principalement d'ailleurs, l'État libyen, c'est responsable de l'époque. Mais il n'empêche que je puis témoigner, je puis attester, et jamais le Conseil de sécurité n'aurait pris une décision comme celle qu'il a prise si ce n'avait été le cas, qu'il y avait une menace immédiate sur Benghazi. Alors aujourd'hui, on peut dire, et un certain nombre de gens, j'ai entendu des gens, assumer, mais après tout, c'était pas grave. De toute façon, on aurait tué, je ne sais pas combien de personnes, mais ça ne serait pas allé plus loin. C'est une thèse qui est véhiculée par un certain nombre de responsabilités de l'époque et que j'ai entendue. Mais pour l'Occident, c'est un vrai problème. Ça nous ramène à la dialectique que vous évoquiez tout à l'heure, de ce qui se fait à l'intérieur, de ce qui se fait à l'extérieur. Voilà. Merci. Vous pourriez rester, M. Guéant, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je persiste et signe. La décision onusienne, elle était limitée et elle ne devait pas outrepasser la décision onusienne. La France l'a outrepassée. Et vous le savez, Monsieur le Ministre, vous le savez. Mais vous savez aussi, et ce n'est pas le débat, on va laisser, et on attend Alexandre Delval, s'il n'est pas là, vous allez... Ah, installe-toi, cher ami. Maintenant, ce qui est fait, est fait. Maintenant, il s'agit d'un pays qui a été détruit, d'un État qui a été détruit, d'un peuple qui a été dispersé. Il y a 4 millions de Libyens partout dans le monde. Il n'y a jamais eu de diaspora libyenne. La Libye était un pays richissime. Les Libyens sont pauvres aujourd'hui. C'est cela les conséquences. Voyez-vous, quand on prend une décision, et lorsqu'on est chef d'État digne de ce nom, c'est-à-dire dans le sens gaulliste du terme, on sait anticiper une décision qui relève de la raison d'État. Celle-ci, je pense qu'elle relevait d'une autre raison et non pas celle de l'État. Bravo. Bravo.